à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes. On est ravis d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont connectés et qui nous ont rejoints. On est avec Lisa, moi Salbin, et on représente Leroy Merlin. Alors pour ceux qui connaissent pas trop Leroy Merlin, on a déjà fait un premier job teaser où on vous a présenté un peu l'histoire de Leroy Merlin. Aujourd'hui, on avait décidé de venir pour vous présenter l'entreprise un peu différemment, avec des éléments un peu plus différenciants, un peu plus modernes, dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler, puisque nous, on est plutôt un groupe avec 136 magasins spécialisés dans l'aménagement de l'habitat, où on vend plutôt des projets à nos clients, donc du retail. Et aujourd'hui, on va vous aborder un peu l'envers du décor et la façon dont à la fois on fait le métier, à la fois dont on le projette. Peut-être Lisa, tu peux commencer par te présenter. Oui, complètement. Donc Lisa, j'ai 23 ans, je suis chef de projet innovation en alternance chez Leroy Merlin depuis 10 mois maintenant. Donc j'ai commencé en stage de 6 mois et là je viens de commencer l'alternance depuis septembre. Je vais présenter mon parcours rapidement. Donc j'ai fait un DUT technique de commercialisation en Bretagne comme première formation. J'ai enchaîné sur un Erasmus en Espagne en administration des entreprises. Ensuite, j'ai traversé l'Espagne et la France pour remonter jusque Lille, à l'IAE, où j'ai fait un Master 1 en management de l'innovation et des sciences sociales. Et actuellement, du coup, je suis en Master 2 en management général. Voilà. Très bien, donc tu es une grande spécialiste de l'innovation. Exactement, on peut dire ça. Aujourd'hui, on va vous présenter deux grands thèmes, l'innovation et puis des éléments un peu plus stratégiques. Donc moi, Albin, je suis un produit, entre guillemets, Leroy Merlin. Donc mon parcours, très rapidement, j'ai 33 ans. J'ai été chef de secteur, c'est-à-dire que j'ai managé en magasin un rayon ou plusieurs rayons. Ensuite, j'ai été directeur de magasin et aujourd'hui, je suis directeur de la vente et de la relation client pour Leroy Merlin France au niveau de la direction marketing. Donc peut-être pour être très concret et vous illustrer un peu la façon dont Leroy Merlin a décidé d'organiser un peu sa stratégie, je vais vous parler de trois grands exemples concrets. Le premier, c'est finalement l'exemple de la digitalisation. Donc aujourd'hui, on est et on vit dans le monde du retail plus largement une vraie révolution. C'est celle de la digitalisation et notamment le fait de transformer nos entreprises vers de l'omnicanal. Donc, comme je vous l'ai expliqué, dans l'enjeu et le cœur de métier de Leroy Merlin, nous on adresse des clients et on les accompagne dans l'aménagement de leurs projets. Sauf que le client aujourd'hui n'a plus forcément l'envie uniquement de passer par le magasin. Dans ses habitudes de consommation, il rentre en relation avec Leroy Merlin par différents moyens, le site internet, des chats, son smartphone, etc. Et donc, Leroy Merlin est en train de vivre une vraie révolution pour s'adapter à son client. Donc on a différents gros sujets au travers de notre site internet. Aujourd'hui, on a l'un des sites les plus dans le top 10 en termes de performance des sites e-commerce. La digitalisation aussi en magasin, c'est-à-dire que aujourd'hui un client utilise son smartphone dans le magasin. Donc Lisa, tu nous parleras peut-être des startups, mais on a différentes startups qui nous accompagnent justement à rendre possible l'usage du smartphone en magasin. Donc ça, c'est un exemple de sujet sur qu'on aborde. Autre grand sujet, c'est celui finalement de la vente de solutions. Nous, on ne vend pas que des produits, comme on vend des projets, on est accompagné par d'autres startups ou des artisans, tout un écosystème pour fournir à notre client un certain nombre de solutions, que ce soit des solutions de pause, que ce soit des solutions de livraison pour accéder au dernier kilomètre et permettre aux clients de plus se déplacer. Bref, on réfléchit vraiment aujourd'hui d'un point de vue global pour servir notre client de A à Z. Et le troisième point aussi très concret, c'est le fait qu'on a le client systématiquement au cœur de nos préoccupations. Donc que ce soit dans notre organisation, on est beaucoup organisé autour de problématiques clients, où donc du coup on va vraiment solliciter nos clients dans la construction de nos projets, les projets innovants ou les projets d'amélioration continue. D'ailleurs, pour être très illustrant, chaque collaborateur peut vivre ou à l'occasion de vivre ce qu'on appelle des visites habitants. C'est-à-dire qu'on va chez l'habitant et on va le questionner, l'interroger, le voir comment dire, chez lui pour comprendre un peu quels sont ses drivers, ses ressorts pour mieux adapter finalement notre offre à nos clients. D'ailleurs, nous, on parle, et j'ai fait déjà l'erreur de langage, on parle beaucoup plus d'habitants que de clients, en sachant que l'habitant est notre cible.
principal. Le client, c'est plutôt ce qui relève de comportement d'achat en magasin. Et voilà, le dernier point aussi qui illustre parfaitement notre façon d'aborder les choses et notre stratégie, c'est dans la construction de celle-ci, on a instauré un vrai esprit entrepreneurial, à la fois dans les entreprises par lesquelles on passe à l'extérieur et aussi dans ce qu'on appelle l'intrapreneuriat, où on met beaucoup en avant des initiatives de collaborateurs pour finalement répondre à ces attentes des habitants. Donc ces initiatives, elles sont soit en émergence, venues des collaborateurs. Un collaborateur a eu l'idée à un moment donné de mener à bien un projet, ou alors on monte des collectifs de collaborateurs, qui soient en magasin ou en service interne, qui s'associent pour monter un projet qui aura un atterrissage soit en magasin, soit d'un point de vue national. Donc voilà un peu sur les nouveaux sujets un peu innovants. Je ne vais pas rentrer forcément dans trop de détails, puisque après il y a le jeu des questions-réponses auxquelles on prendra beaucoup de plaisir à vous répondre. Peut-être Lisa, tu peux parler toi de la partie plutôt écosystème et travail avec les startups. Complètement. Donc moi je vais parler un petit peu de l'esprit startup qu'on essaie de développer chez Leroy Merlin. Alors je vais commencer par vous parler un petit peu de ce que je fais moi au quotidien, car ça rentre complètement dans la démarche de start-up et d'innovation. Donc je travaille dans une petite cellule de 5 personnes qui s'appelle Start, qui est dédiée à l'innovation au sens large. Donc ça peut être innovation purement des choses high-tech connectées, comme innovation plutôt des choses qui font que l'entreprise fonctionne mieux et plutôt des solutions d'optimisation. Donc cette cellule Start, elle est née du constat qu'autour de nous, il y a plein d'initiatives qui se créent, des startups qui se créent, il y a aussi tout le mouvement des makers, des gens qui font des choses avec leurs mains à partir de pas grand-chose, qui se développent. Et on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec tous ces gens, qu'on pouvait créer des synergies et essayer de faire développer à la fois cet écosystème et à la fois faire avancer l'entreprise Leroy Merlin. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Donc le but de la cellule, il y a 4 objectifs. C'est d'abord, la première chose, c'est de la veille sur l'écosystème. Deuxième objectif, ou grand principe, c'est de tester des startups de manière très rapide et très agile. Troisième objectif, c'est de diffuser un vent d'innovation, je dirais, dans l'entreprise. Et quatrième objectif de cette cellule, c'est de développer l'entrepreneuriat, mais tu en as déjà parlé un petit peu. Mais voilà, notre rôle, c'est aussi d'accompagner ces gens qui veulent créer l'entreprise à l'intérieur de Leroy Merlin. Donc voilà. Donc, je vais revenir un petit peu sur tous ces points. Donc par exemple, la veille sur l'écosystème, c'est une partie qui est vraiment très sympa et que moi je fais au quotidien. Ça consiste à aller dans les salons, visiter des startups, être présent dans les incubateurs, être présent dans tous les lieux où les makers sont. Par exemple, chez Leroy Merlin, on a les tech shops, qui sont des ateliers de makers où il y a plein de machines qui sont à disposition et où on peut créer des choses. Donc c'est super intéressant. Et par exemple, récemment, j'ai découvert une start-up qui officie dans l'impression 3D à la demande. Donc je les ai contactés, je les ai rencontrés et en ce moment, on est en train d'essayer de développer un projet, de le mettre en place assez vite, pour initier l'impression 3D chez Leroy Merlin. Ce qui m'amène à la partie de test avec les startups. Donc quand on repère une startup qui nous intéresse, ce qu'on fait, c'est qu'on la contacte, on essaye de comprendre comment elle fonctionne. Et ensuite, si le concept nous plaît, on essaie de le tester chez Leroy Merlin. Donc il y a plein de sujets différents sur lesquels ça fonctionne. Ça peut aller du dépannage d'urgence ou à la livraison du dernier kilomètre ou à l'impression 3D ou même la livraison, le service entre particuliers, pardon. Et donc voilà, ça recouvre vraiment des sujets très différents. Donc quand on a repéré cette startup, on essaie de lancer un test qui dure de 3 à 6 mois maximum, parce que le but c'est vraiment d'entrer dans l'opérationnel très rapidement et d'y aller en fait. Notre but c'est de prouver le concept et d'ensuite à la fin de pouvoir dire si la startup nous convient, si on peut avancer avec elle ou sinon, tout simplement. Donc voilà, c'est globalement ce qu'on fait. Et quand on travaille avec des startups, le but c'est pas qu'on se positionne comme le grand groupe qui décide tout et qui a le pouvoir, c'est vraiment qu'on travaille main dans la main et dans une logique win-win, comme on dit. C'est-à-dire que eux ont souvent une compétence que nous n'avons pas. Par exemple sur la livraison, Leroy Merlin n'est pas forcément le meilleur et on a trouvé pas mal de startups qui font ce boulot-là très bien. Du coup on s'est dit pourquoi pas s'allier avec eux pour essayer de faire mieux et de satisfaire au mieux nos clients. Tout en étant une start-up
en leur donnant l'image Leroy Merlin et en leur permettant de tester aussi auprès d'un grand groupe, donc tester à plus grande échelle leur start-up en fait. Donc il y a vraiment ce double objectif en fait de travailler avec des startups. Et on travaille, comme je l'ai dit, en mode test and learn, c'est-à-dire qu'on apprend en faisant en fait. On se dit pas, on cherche pas à faire 40 000 slides de PowerPoint avant de commencer un test. On se dit quelques objectifs, on commence et ensuite on apprend et on améliore en faisant en fait. Et c'est là que je pense que vraiment réside l'esprit startup chez Leroy Merlin, c'est qu'à un moment donné on s'est dit qu'il fallait y aller et tester le truc concrètement et pas réfléchir 100 000 fois, on réfléchira après une fois qu'on aura prouvé que ça marche ou que ça marche pas en fait. Et donc ça donne lieu à de belles réussites. Donc par exemple dans la livraison du dernier kilomètre, on a travaillé avec une société qui s'appelle Trusk, donc qui était au début en test dans 2 ou 3 magasins et qui est maintenant en déploiement national. Donc c'est une belle histoire. Également avec Frisbees, une société de services entre particuliers du Nord, donc qui est juste à côté du siège à Lille. Donc on a travaillé vraiment très étroitement avec eux, ça a très bien marché. Ils sont présents maintenant dans tous les magasins Leroy Merlin. Donc c'est pas que des histoires, c'est pas que un beau discours et que de la communication, il y a vraiment des choses qui se passent en interne là-dessus. Et tu peux peut-être aussi parler de l'histoire de Permettez-moi de construire. Oui, c'est plutôt dans l'intrapreneuriat du coup. Donc un jour, il y a un collaborateur, Leroy Merlin, qui a décidé de construire, de créer une entreprise. Donc ça s'appelle Permettez-moi de construire. Et son but en fait de cette start-up, c'est de faciliter toutes les démarches administratives quand on veut construire une maison ou faire un agrandissement, une extension en fait. Et donc il s'occupe de toutes les démarches administratives. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc, Leroy Merlin, après, on va répondre à vos questions, parce que je vois qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent. Leroy Merlin, en fait, a permis à cet étudiant, d'accord, qui était chez nous en alternance aussi, de monter sa structure et finalement de bénéficier de nos services comme un incubateur pourrait le faire avec des jeunes entrepreneurs. Et aujourd'hui, on a un partenariat, du coup, privilégié avec lui et sa start-up, de par les relations qu'il a su tisser à la fois dans l'entreprise et en même temps la réponse aux clients qu'il apporte est complémentaire de notre écosystème. Voilà. On va peut-être prendre quelques questions. Donc Mathilde nous pose la question: comment gérez-vous la croissance grandissante de votre société tout en restant à taille humaine? Alors c'est une bonne question, un peu complexe. En fait, ce qu'on peut répondre à ça, c'est que finalement, ce qui nous permet de rester à taille humaine, entre guillemets, c'est de maintenir une proximité avec nos clients. Et comment elle se matérialise chez Leroy Merlin, c'est qu'au final, on privilégie beaucoup l'autonomie et l'adaptation au plus proche du client. C'est-à-dire que quand on émet une stratégie, quand on émet une façon de faire, finalement, le magasin reste le point d'atterrissage qui s'adaptera le mieux à son client parce qu'il le connaît bien, parce qu'il le voit au quotidien. Et sur les éléments un peu plus transverses comme un site internet par exemple, c'est toujours intégrer et être client-centrique, on appelle ça, intégrer le client dans nos démarches d'élaboration et de conception de nos sujets. C'est ce qui nous permet finalement de rester, quand je dis entre guillemets à taille humaine, c'est ce que ça renvoie, c'est-à-dire avoir une proximité réelle avec les besoins et les attentes de nos clients. Tout à fait d'accord. Question de Cédric peut-être? Oui, alors Cédric nous demande comment faites-vous face à la concurrence des startups en termes d'attractivité pour les jeunes diplômés? Alors peut-être que je peux commencer à répondre. Moi, Leroy Merlin, c'était une entreprise qui m'attirait déjà plus qu'une start-up. Plutôt pour les opportunités en fait que ça permet d'avoir en fait et la diversité des métiers. Moi, sachant pas exactement quel métier je voulais faire, je me suis dit qu'un grand groupe avec tous les métiers qu'il y a et les passerelles aussi qu'il y a entre les différents métiers, entre les magasins et le siège, moi c'est ce qui m'a attiré là-dedans plus qu'une start-up en tout cas. Très bonne réponse. Rien à ajouter, c'est vraiment les éléments qu'on met en avant. Donc, Carole, quelle est votre vision du commerce de demain? Et il y a aussi une question de Tia Fiong. Comment vise Leroy Merlin le commerce du futur? Donc, c'est à peu près la même question. Nous, en tout cas, le commerce, on le voit ouvert demain. C'est-à-dire qu'il ne sera plus forcément, push envers le client, mais il sera bien en co-construction avec le client. C'est-à-dire qu'on essaiera au fur et à mesure du temps de correspondre aux attentes de nos clients et donc le commerce, il sera ouvert, personnalisé
à nos clients et finalement dynamique. C'est-à-dire que le commerce de demain, c'est plus je trouve tout sous le même toit, ou j'ai la même promo que tout le monde, ou j'ai la même offre que tout le monde. Non, c'est en fonction de nos besoins. Eh bien, quand je me déplace ou quand je sollicite l'enseigne, ils ont toujours la solution à mon besoin. Donc voilà, ouvert, personnalisé et dynamique. Autre question, que pensez-vous toujours de Tia Fong? Que pensez-vous du processus de la digitalisation qui remplace le facteur humain dans le commerce? Alors, je me permets encore de répondre, puisque c'est un de mes sujets sur notamment la vente et la relation. Alors, nous, chez Leroy Merlin, on perçoit la digitalisation comme une opportunité. C'est-à-dire qu'en fait, la digitalisation ne remplace pas le facteur humain, mais il vient finalement remplacer les tâches à faible valeur ajoutée pour permettre à l'être humain de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Donc finalement, ça vient plutôt renforcer la compétence de l'humain, typiquement un assistant personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un collaborateur va devoir gérer un certain nombre de tâches, notamment quand il est en magasin, par exemple. Bon, grâce à l'aide d'une intelligence artificielle, un certain nombre de tâches vont pouvoir être gérées de façon autonome. Et le client, il va pouvoir se concentrer sur l'aspect plus relationnel et sur la compétence qu'il pourra apporter pour lui répondre, à son besoin, lui apporter une solution précise sur son projet. Voilà. Donc, prochaine question, Samuel demande, est-ce que cet esprit qui se retrouve uniquement chez Leroy Merlin ou bien toutes les entreprises du groupe ADO? Donc l'esprit, je pense que c'est esprit start-up ou digitalisation. Innovation. Innovation. Alors moi, je suis pas là depuis très longtemps chez Leroy Merlin, donc le groupe ADO, je le connais pas énormément. Mais je dirais que toutes les entreprises du groupe ADO ont la même logique en fait, c'est d'évoluer vers l'innovation, vers la digitalisation. On ne le fait pas tous au même rythme. Peut-être que tu pourras préciser peut-être un petit peu. Je pense que chez Leroy Merlin, on est assez précurseur dans le domaine. Mais toutes les entreprises, je pense, du groupe ADO sont vouées à aller dans cette direction et arriver au même point. Exactement. Toutes les entreprises sont vouées à aller, à être tournées vers cet esprit un peu innovant, client-centrique. Nous, encore une fois, l'innovation ne sert que si elle répond à un usage de nos clients. Donc, on est tous tellement client-centrique qu'on est innovant. Par rapport à, je vais vous donner un exemple concret, celui de Zodio. Par exemple, Zodio qui est en fait l'entreprise décoration au sein de la galaxie ADO. ADO a vocation à adresser l'habitant dans toutes ses phases d'habitation. Donc on adresse le particulier, on adresse aussi le professionnel. Et donc dans le particulier, il y a l'aspect déco. Et donc Zodio est une entreprise sur la décoration et l'art décoratif, etc. Et donc eux, par exemple, s'appuient beaucoup sur les communautés. Et donc travaillent beaucoup sur les réseaux sociaux. Et donc utilisent le digital pour pour impliquer davantage les clients dans la co-construction. Par exemple, quand on monte une opération commerciale et une promotion en magasin, ce sont les clients qui viennent installer cette opération commerciale, des clients passionnés qui participent à une communauté. Autre question de Sam, n'avez-vous pas peur que les strates managériales bloquent un peu ce côté innovant et esprit start-up justement? Alors ça, pas du tout. Pas du tout pour la simple et bonne raison, c'est que l'esprit start-up l'esprit d'émergence qui est derrière en fait l'esprit start-up, cet esprit d'émergence est complètement dans notre ADN. Nous, par exemple, tous les 10 ans, on fait ce qu'on appelle une vision, donc la stratégie de l'entreprise à 10 ans, on l'élabore à 22 000 collaborateurs, d'accord, à tous les collaborateurs de l'entreprise. Et on fait participer tous nos collaborateurs pour faire émerger une stratégie. Donc, dans notre façon après de manager, on prône l'autonomie et cette émergence-là. Donc, différents moyens, différents modes managériaux, notamment celui de la confiance, comme Stéphanie et Émilie vont vous parler juste après, qui nous permettent justement de favoriser cette émergence et de surtout pas bloquer cet esprit finalement d'entrepreneur, quoi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi, je le ressens vraiment au quotidien en tant qu'alternante et même avant en tant que stagiaire. On m'a jamais freiné lorsque j'avais une idée ou une initiative. Et puis même au quotidien, moi, on m'a laissé le poste de chef de projet, donc je suis la seule gestionnaire de mon projet. Et vraiment, je me sens pas arrêtée par des strates managériales. Et moi, exactement, comme tu dis. Oriane, qu'est-ce que vous trouvez le plus dur dans votre job? Le plus dur dans mon métier, je dirais que
il ne faut pas perdre de vue là où on veut aller. Enfin, moi, je parle en tant que chef de projet en innovation. L'innovation, c'est quand même un sujet récent, à la fois chez Leroy Merlin et puis même en général, c'est assez récent. Donc, il ne faut jamais perdre de vue où est-ce qu'on veut aller. Nous, chez Leroy Merlin, comme tu l'as dit déjà avant, tout ce qu'on fait, c'est pour que le client, au final, se sente mieux dans nos magasins et puis vienne et puis, entre guillemets, voilà, aider nos habitants. Donc je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue cet angle de vue en fait. Ouais, je rajouterais sur ce qui est le plus dur en fait, c'est finalement c'est un peu comme une start-up. C'est la scalabilité, c'est l'industrialisation. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a repéré une idée géniale, décalante, que ce soit d'une start-up extérieure ou d'un projet innovant, après c'est toute la capacité à industrialiser le sujet sur 136 magasins et un groupe comme le nôtre. Et donc, c'est souvent cette étape qui est la plus dure. Qu'on soit en vente, en relation, sur le site internet, peu importe, il y a toujours une étape d'industrialisation d'un projet dont on est convaincu de l'apport que ça peut avoir pour le client, mais ça reste quand même toujours le cap le plus compliqué. Et d'ailleurs, je recoupe avec l'avantage de travailler dans un gros groupe par rapport à une start-up, c'est que, par exemple, chez nous, on a plus de réussite dans la scalabilité de nos projets. Autre question, Marine, est-ce que vous permettez aux jeunes diplômés d'être force de proposition sur ces aspects innovants? C'est une question pour toi, à mon avis. Complètement. Eh bien, oui. Donc, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de l'entreprise, de la start-up qui fonctionne dans l'impression 3D. C'est une start-up que moi j'ai repérée toute seule en faisant quelques recherches. Je l'ai contactée moi-même de mon initiative sans même en parler avant à mon manager. Une fois que j'ai discuté un peu avec le patron de la start-up, je me suis dit c'est une super idée, il faut vraiment que j'en parle et qu'on monte un projet là-dessus. Donc c'est ce que j'ai fait, j'en ai parlé, on allait voir, on l'a rencontré ensemble, on a essayé d'étudier les projets qui pourraient être à la fois pertinents pour nous et pour la start-up. Et voilà, on est toujours en discussion et il y a sûrement des choses qui vont émerger dans très peu de temps. Donc oui, concrètement, on peut faire des choses, même en étant jeune diplômé, alternant ou stagiaire, tant que l'idée est bonne, qu'on la justifie et qu'on y met l'envie aussi. Greg pose la question, pourquoi vous avez choisi Leroy Merlin? Moi j'ai choisi Leroy Merlin à l'époque parce que déjà c'est une entreprise qui est quasiment tout le temps dans le classement des Great Place to Work For, donc les entreprises où il fait bon vivre. C'est une entreprise qui met l'humain au cœur de ses préoccupations, l'humain collaborateur et l'humain en tant que client aussi. C'est une entreprise dynamique, leader sur son secteur et qui se renouvelle sans cesse. Et puis enfin, c'est une entreprise qui donne des responsabilités très vite par l'autonomie qu'elle laisse et aussi par les opportunités qu'elle propose. Parce que aujourd'hui, moi j'ai eu la chance, j'ai 33 ans, j'ai déjà vécu 3 métiers, j'ai eu des responsabilités très vite. Donc c'est une entreprise qui fait vraiment confiance en ses collaborateurs. Ouais. Et j'ajouterais aussi un aspect un petit peu plus sentimental entre guillemets. C'est que Leroy Merlin, c'est quand même une enseigne qui est assez rassurante. Enfin, moi, je parle pour ma part. J'ai toujours connu un magasin Leroy Merlin près de chez moi. Mes parents, ils ont toujours fait leurs courses quand on a fait des extensions ou des travaux. Donc, il y a cette image aussi assez attachante, je trouve, de la marque qui nous rassure. On n'a pas peur de se retrouver dans le bain comme ça et complètement perdu. Voilà. Autre question de Maxime. Jusqu'où va l'esprit start-up chez vous, dans l'ambiance, dans vos locaux? Je dirais qu'il y a deux réponses qu'on peut apporter, que ce soit en service interne, donc les métiers plutôt transverses, fonctionnels, ou en magasin. On va dire dans les services internes, moi par exemple, dans nos bureaux, plus personne n'a de bureau. On a ouvert énormément les espaces. On est plutôt dans des espaces de coworking. On a des tableaux installés partout sur les murs. On a des zones avec des énormes fauteuils, des tables, des baby-foot. En fait, on privilégie davantage le bien-être, se sentir bien dans notre espace de travail, et on investit les lieux plus pour être créatif que pour être concentré sur son bureau. On a beaucoup de lieux aussi de partage, d'échange. On a dans notre siège ce qu'on appelle la rue. C'est une énorme couloir dans lequel se rencontrent tous les collaborateurs et qui est le poumon finalement de nos services internes. Et
d'un point de vue magasin, on privilégie beaucoup aussi les espaces de vie, de bien-être, de jeu, pour en fait, quand on n'est pas directement en contact avec le client, puisque la surface de vente, on la veut en proximité avec le client, mais quand on est moins avec le client, dans les espaces de vie magasin, pareil, on privilégie les mêmes espaces, plus de bureaux, du coworking et du partage. Donc Sacha, c'est une question pour moi. Lisa, c'est vaste l'innovation. Vous faites quoi au jour le jour? Alors je vais répondre très concrètement. Je vais te dire ce que j'ai fait la semaine dernière par exemple. Donc moi je travaille simplement le mercredi, le jeudi et le vendredi. Donc mercredi j'étais en magasin à Tourcoing pour installer un showroom dédié à l'innovation. Donc on a recréé une sorte de vitrine d'exposition où on a positionné des produits innovants que j'ai sourcés au préalable dans les mois derniers. Donc voilà, j'ai installé ça en collaboration avec certains collaborateurs du magasin. Jeudi, pareil, j'étais en magasin, mais par exemple un autre magasin à Beaubourg. Donc j'ai pas mal de déplacements qui m'amènent dans différents magasins ou alors dans des salons ou alors dans des incubateurs. Donc c'est assez varié. Et vendredi dernier, j'étais au salon du Do It Yourself à Paris pour faire du repérage sur des tendances qui peuvent se dégager et puis des entreprises aussi qui peuvent être assez sympas de promouvoir et de mettre en valeur. Globalement, voilà. Pas mal de déplacements, pas mal de veille sur les startups, pas mal de relations avec les startups aussi. Voilà, c'est vraiment très très varié et super intéressant. Je parle à la fois avec des personnes qui travaillent dans le service de communication ou dans le service plutôt informatique, autant que des personnes en magasin. Et c'est ce côté transversal-là qui est vraiment très intéressant, en tout cas en tant que chef de projet aujourd'hui, dans l'innovation. Une question de Timothée maintenant. Concernant l'esprit startup, est-ce que cela se ressent aussi dans les manières de travailler, flexibilité des horaires, télétravail, open space, notamment pour les postes au siège? Bon, j'ai un peu répondu sur les espaces de travail. Maintenant, sur la flexibilité des horaires et le télétravail, nous, on est beaucoup, alors au siège en tout cas, animé sur les projets, la réalisation des projets, l'atteinte, des timings, etc. Et après, les collaborateurs s'organisent vraiment comme ils le souhaitent pour atteindre ces objectifs et avoir les bons temps de travail. Que ce soit en termes de concentration, parce que qui dit open space, par exemple, c'est des fois, vous êtes dans des plateaux où il y a du dynamisme, où les gens partagent, échangent, rigolent, et donc par moment, ça nécessite que des collaborateurs souhaitent rester chez eux pour se concentrer sur, la finition d'une présentation ou d'un projet. Donc là, il n'y a vraiment pas de contraintes chez nous. On a même, on est en cours de construction justement des règles qui vont pouvoir organiser cette flexibilité du travail, ce télétravail. Donc on est vraiment en mouvement sur ce sujet chez Leroy Merlin. Autre question. Vous travaillez tous les deux dans le Nord au siège, vous allez sur le terrain parfois. Donc moi j'ai déjà un petit peu répondu, je vais assez souvent sur le terrain, en ce moment plus que d'habitude parce que je suis en pleine mise en œuvre du projet que je suis en train de mener. Donc moi j'y vais 1 à 2 fois par semaine en magasin, souvent en région parisienne, soit plutôt dans le Nord, dans les magasins de proximité autour du siège. Très bien. Moi je suis beaucoup en déplacement de par ma fonction, beaucoup en déplacement en magasin sur toute la France, en déplacement aussi beaucoup comme toi Lisa sur les différents salons. Je voyage beaucoup aussi à l'étranger parce qu'on a plusieurs BU. Leroy Merlin est dans beaucoup de pays en Europe et dans le monde. Donc du coup, je voyage aussi vers ces autres pays pour voir un peu leurs concepts, leur apporter aussi des éléments de connaissances qu'on a ou qu'on acquiert nous. Donc oui, il y a beaucoup de déplacements quand même, de par en tout cas ma fonction. Donc dernière question de Julia. Quelles sont les qualités principales à avoir pour faire votre métier? Moi, pour répondre, je pense qu'il faut être assez flexible. Il faut être agile dans sa façon de fonctionner et de penser. Et pas s'arrêter, faut pas se fixer de limites en fait. Pas se fixer de limites et savoir travailler rapidement et ne pas trop hésiter en fait. Il faut être vraiment, je dirais, persévérant et puis il faut y aller en fait. Il faut y aller très, très vite et pas trop se poser de questions.
Et voilà, vraiment foncer. Bon, après, c'est tellement large parce qu'il y a plein de métiers chez nous. Je dirais que d'une façon très générale et générique, faut être curieux, faut aimer le client, être passionné du client, parce que travailler dans le commerce, ça veut dire aimer le client, aimer les gens, aimer être en relation avec les gens. Ensuite, faut être effectivement agile, c'est-à-dire faut aimer connecter les choses les unes entre elles, faut aimer avoir envie de faire avancer l'entreprise, faire avancer les sujets, envie de s'investir, de s'engager pour l'entreprise. Et en même temps, faut être soi-même, c'est-à-dire être en cohérence avec ses valeurs, ses compétences, quoi. Nous, en tout cas, on essaie toujours d'avoir des gens qui sont suffisamment authentiques pour incarner un peu la relation qu'on va avoir avec nos clients. Donc voilà, pour nous, c'est terminé. Donc juste après, il y aura 2 autres intervenants. Donc il y aura Stéphanie qui va vous parler du management par la confiance et Émilie qui travaille dans le recrutement et donc qui pourra répondre à des questions un petit peu plus générales sur le recrutement, les stages, les alternances, etc. Donc merci de nous avoir suivis et puis très bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonsoir Émilie, bonsoir à vous tous et à vous toutes. On est ravis de prendre le relais de Lisa et d'Albin. On va se présenter et puis on va passer un petit peu de temps ensemble autour principalement du management par la confiance. Émilie, moi je suis ravie de te retrouver parce qu'on a eu la chance de bosser ensemble dans la même région il y a quelques années. Et je vais te laisser te présenter aux personnes qui nous regardent ce soir. Donc moi j'ai commencé par un master en droit pénal et sciences criminelles. J'aurais peut-être pas dû être là aujourd'hui au départ. Et puis ensuite un master en administration des entreprises option RH à l'IAE. Et après quelques expériences du coup en RH et en management, j'ai rejoint Leroy Merlin et la région Nord-Ouest il y a 5 ans. C'est là qu'on s'est croisés. Au départ comme assistante RH et puis ensuite comme chargée de ressources humaines, qui est ma mission actuelle sur laquelle je m'occupe principalement de la détection des talents pour les cadres de la région, les jeunes diplômés et puis de tout ce qui tourne autour de leur développement, de leur formation, de leur accompagnement. Et puis je pars dans quelques semaines sur le magasin Disneyville où je vais remplacer la responsable RH. Donc voilà, il y a un nouveau challenge avec encore plus de proximité avec les équipes. Ah, c'est top, tu vas passer un super moment. Moi c'est Stéphanie, juste avant de vous dire qui je suis chez Leroy Merlin, je vais vous dire qui je suis dans ma vie de tous les jours parce que c'est important. Je suis une jeune quarantenaire. Depuis quelques mois, je suis la maman de 2 ados en pleine effervescence et je suis mariée. Voilà, c'est important de remettre dans le contexte parce que nos jobs sont pas toujours simples et pour autant, et je pense que vous l'avez senti avec Albin et Lisa, c'est aussi l'engagement et tout le terrain de jeu qu'on a qui nous permet tous les jours de nous lever avec la patate. Donc voilà, je voulais juste le partager. Donc moi, je suis la directrice du magasin de Vendenheim. Vous voyez, j'ai pas encore l'accent alsacien, mais presque. Donc Vendenheim, c'est un magasin au nord de Strasbourg. Je suis originaire de Picardie et j'ai démarré mon aventure chez Leroy Merlin il y a 7 ans maintenant, puisque j'avais intégré le magasin d'Amiens, qui faisait partie de la région Nord-Ouest, et c'est là qu'on s'est un peu rencontrés par la suite. Et j'ai intégré ce magasin en tant que chef de secteur stagiaire région. Donc ça veut dire que vous attaquez sur un magasin, vous savez pas très bien si vous allez y rester. La chance a fait que la personne qui m'a formée est partie en retraite et j'ai pu rester sur ce magasin d'Amiens. J'ai été chef de secteur sanitaire, puis chef de secteur déco, peinture et éclairage avec aucune expérience ni dans le bricolage ni chez Leroy Merlin au préalable, puisque j'avais travaillé avant plutôt pour des entreprises de distribution de boissons gazeuses, plutôt côté fournisseur, et un petit peu auparavant chez Kiabi, où j'avais fait moi aussi mon apprentissage chez Kiabi à Amiens, puis à Villeneuve-d'Ascq. Voilà un petit peu qui je suis. Du coup, on va attaquer sur notre thème du management par la confiance. Je pense qu'on va avoir aussi pas mal de questions et l'occasion de répondre à vos interrogations. Juste avant, le management par la confiance, on en entend beaucoup parler. Et finalement, il y a des bonnes expériences et il y a des expériences plus compliquées autour de ce management par la confiance. Du coup, quand on m'a invité à participer à ce chat, de mes premiers réflexes, ça a été de me tourner vers mes équipes
et vers les personnes avec lesquelles j'avais travaillé ces 6 derniers mois pour avoir en tête quelques exemples concrets à vous partager. Ce que je veux juste que vous reteniez, c'est 3 petites choses. C'est que le management par la confiance, ça n'arrive pas par hasard. Souvent, on a quelques aptitudes pour ça, ou alors c'est lié à notre culture, à notre éducation, ou si ce n'est pas le cas, on atterrit dans une entreprise où très vite les valeurs nous montrent que c'est quelque chose qui pourra fonctionner et qui nous met nous-mêmes en confiance de démarrer le management par la confiance. Et puis après, il y a des personnes pour lesquelles c'est un petit peu plus dur, mais qui très rapidement voient quels en sont les bénéfices et ont envie de s'y essayer. Et du coup, il y a des mentors, il y a des gens avec qui on peut partager dans l'entreprise leurs expériences. Et quand on a compris tous les bénéfices de ce management, eh ben on s'y essaye. Et je vous avouerai qu'après, on a du mal à faire marche arrière. La deuxième chose à laquelle il faut se préparer quand on est manager et qu'on décide de travailler à la confiance, c'est d'accepter de s'effacer. C'est d'accepter que ces idées ne soient pas toujours les premières mises en avant. Et c'est accepter aussi de se dire, on rencontre un problème, je ne suis pas la seule solution, ou alors si j'ai une idée, je vais d'abord laisser mes équipes s'exprimer et on va voir comment ça se passe. Et bizarrement, il y a les personnes qui adorent être dans cette situation-là et qui se sentent valorisées lorsque leur boss leur demande comment ils aimeraient faire. Et puis, il y a les gens que ça perturbe. Il y a les collaborateurs qui se disent « mais c'est pas mon job, moi je suis pas payé pour ça, finalement c'est elle ou c'est lui le directeur du magasin, c'est elle ou c'est lui le manager de mon rayon ». Et du coup, faut rassurer, il faut expliquer pourquoi on a décidé de prendre cette posture et expliquer le sens des choses, tout simplement. Et une fois qu'on a expliqué tout ça, les gens comprennent beaucoup plus facilement qu'ils ont un terrain de jeu incroyable pour proposer des solutions et tester et expérimenter ce qu'ils avaient toujours voulu tester. Voilà un petit peu comment je vois les choses autour du management par la confiance. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Émilie, ta propre expérience peut-être avec Tu changes de manager, tu m'as dit? Tu as changé de manager. J'ai changé de manager. C'est vrai que dans mes 5 ans chez Leroy Merlin, j'ai eu un premier manager, un deuxième manager. Donc effectivement, le métier change quand on change de manager et c'est ça qui est riche parce que chacun t'apporte son expérience. Les deux m'ont toujours fait confiance et managé par la confiance. Donc j'ai eu cette chance-là et puis chez Leroy Merlin, c'est quand même assez fréquent. Et c'est vrai que c'est super agréable d'être autonome, de pouvoir réaliser tout ce qu'on veut quand on veut. Et puis tant pis si on se trompe, tant pis si on fait une erreur, mais c'est pas grave, on a essayé et puis c'est comme ça qu'on avance. Et du coup, c'est juste génial et c'est une façon de travailler qui me correspond vachement bien. C'est top. Alors, est-ce que ça te dit de commencer à répondre aux questions Oui, alors si tu veux, je vais donner déjà 2-3 inputs sur le recrutement parce que je pense que ça intéresse un petit peu nos étudiants et nos jeunes diplômés. Donc, on recrute beaucoup de stagiaires, d'alternants, comme on l'a vu avec Lisa tout à l'heure. Et le but, c'est vraiment de pouvoir les garder s'ils en ont envie par la suite pour les recruter en tant que collaborateurs en CDI de nos magasins. On intègre beaucoup de jeunes diplômés sur des postes très opérationnels en magasin, puisque c'est là qu'est vraiment le cœur de notre métier. Donc sur des postes de responsable de rayon, chef de secteur, au commerce, sur le service client, à la logistique, puisque c'est aussi une grosse partie de nos magasins. Le but, c'est vraiment qu'ils puissent manager dès le début des équipes. Donc évidemment, il y a tout un processus d'intégration et d'accompagnement. Ils ne sont pas lâchés dans le grand bain du jour au lendemain, mais c'est vraiment... ils sont autonomes et on leur fait confiance dès le début. Donc je pense que c'est quelque chose de plutôt sympa. Et puis on propose aussi pas mal de parcours d'évolution. Je pense qu'on l'a vu à travers déjà nos 4 parcours. Et c'est quelque chose de vraiment réel chez Leroy Merlin et puis même à travers le groupe Adréo. Voilà. On va répondre aux questions parce que je pense que c'est le plus intéressant pour tout le monde. Donc on a une toute première question qui nous vient de Mathis qui nous demande « Pensez-vous être précurseur en ayant opté pour le management par la confiance ?» Alors, je ne sais pas si du coup la question est large au sens de l'entreprise ou au sens peut-être de mon magasin. Être précurseur, ce serait peut-être manquer un petit peu d'humilité, parce que je pense que quelque part, tous les managers se sont essayés un jour ou l'autre au management par la confiance. Il y a ceux qui persévèrent, il y a ceux qui en tirent des enseignements et puis il y a ceux qui abandonnent peut-être un peu plus rapidement. Donc, j'irai peut-être pas précurseur dans le sens manager à la confiance, mais peut-être précurseur dans le fait de s'y intéresser vraiment avec beaucoup d'authenticité et de sincérité et de vouloir tirer ce fil jusqu'au bout, au moins jusqu'à ce que les collaborateurs
eux-mêmes en tirent les bénéfices. Donner l'occasion à ses collaborateurs de faire quelque chose auquel ils croient, c'est s'assurer d'une réussite pour l'entreprise. Et du coup, ben voilà, on n'est pas non plus dans le monde de oui-oui. Voilà, c'est dit. Il faut aussi qu'à un moment donné, toutes les initiatives puissent être un bénéfice nouveau pour nos clients et une raison de venue nouvelle. Et en fait, quand les collaborateurs ont des envies au service de nos clients, ça fonctionne à tous les coups. Donc, est-ce que Leroy Merlin est une entreprise en avance sur ce sujet? Je ne saurais pas vous répondre sincèrement. Et comme vous le disiez Albin, on est 136 magasins plus des services internes avec des modes de fonctionnement et des modes de management qui peuvent être un petit peu différents. Mais en tout cas, c'est une culture qui est présente chez Leroy Merlin. On a une autre question de Carolina. Donc Carolina, elle se demande comment se déroule le process d'intégration des nouveaux arrivants dans l'entreprise. Donc chez nous, on a tout le temps une PLM quand on arrive, une période Leroy Merlin. Donc cette période, elle nous permet de découvrir tous les services du magasin et parfois d'autres magasins de la région. Elle nous permet d'aller au siège, enfin vraiment pour qu'on comprenne et qu'on s'acculture à l'entreprise, aux valeurs qui sont quand même très fortes chez nous. Et puis ensuite, on a un parrain, alors qui n'est pas nécessairement son hiérarchique, mais un parrain dans le magasin qui va nous aider dans tous nos petits tracas et dans toutes nos petites questions du quotidien quand on arrive. Et on a aussi des cycles de formation spécifiques à chaque métier qui vont durer toute une année au rythme de 1 ou 2 jours de formation par mois. Du coup, on va se retrouver avec une promo aussi, ce qui permet d'être assez sympa pour échanger les bonnes pratiques quand on arrive et qu'on est parfois tout jeune. Et puis voilà, enfin tout ce qui tourne autour, Nouma aussi les nouveaux modes d'apprentissage, donc avec beaucoup de vidéos, de classes virtuelles, d'e-learning et de possibilités de se développer aussi parce qu'on a envie de se développer sur certains sujets. Moi, je veux bien rajouter une petite chose sur cette question. Dans intégration, on voit souvent ces premiers jours, ces premières semaines, ces premiers mois chez Leroy Merlin. Cette période d'intégration dont tu parles, elle existe aussi quand on change de mission. C'est-à-dire que soit vous avez un projet professionnel qui a été défini et on écrit tous les jalons qui vous permettent d'aller développer les compétences qui vous permettront d'être une personne épanouie et efficace dans le job que vous ferez demain. Pour ma part, quand je suis passée du métier de chef de secteur commerce au métier de directeur ou directrice de magasin, il n'y a pas forcément de bouquins qui nous l'apprennent. On atterrit sur son magasin, on découvre ses équipes, on fait ses premiers diagnostics, ses premiers états des lieux et très vite on a plein d'envies à partager, on a envie de mettre plein de choses en place et là on nous rappelle aussi qu'on a le droit à un parrain et ce qui est chouette moi dans mon vécu c'est qu'on me l'a pas imposé. J'ai pu moi aussi partager avec mon directeur régional sur les orientations que je voulais prendre sur mon magasin. Il m'a proposé le nom de 4-5 personnes en me disant quelles étaient les spécificités de ces personnes et j'ai choisi mon parrain. Et s'il me regarde aujourd'hui, je lui fais un gros bisou parce que il peut m'influencer encore parfois dans mes choix et c'est aussi super chouette de se dire que quand on a besoin de réponses à nos questions, on a un réseau qui s'est élargi grâce à ce parrainage. Merci Stéphanie. Donc du coup, une autre question de la part de Manon qui me dit « Vous passez du siège au magasin, pas trop peur d'être sur le terrain au quotidien ?» Non, pas trop peur. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent dans mon entourage en me demandant « Mais attends, tu quittes le siège pour aller au magasin, ça va pas bien ?» Et en fait non, j'ai super hâte d'y aller. J'ai déjà passé 2 jours de préparation d'objectifs avec le magasin. Et depuis, j'attends vraiment d'y aller. Je vais être beaucoup plus en proximité avec les équipes pour pouvoir faire du management transverse au quotidien, être membre d'un comité de direction. Donc, c'est plein d'éléments qui font que non, je n'ai pas du tout peur et j'y vais sereine aussi parce que je connais les valeurs et justement ces intégrations qu'on a dans l'entreprise. Donc, j'ai pas de soucis et au contraire, j'ai hâte. Chouette, mais tu vas adorer. La prochaine question, elle nous vient de Pauline qui nous demande « Évaluez-vous vos collaborateurs sur des principes d'autonomie et de responsabilité ?» C'est une super question et c'est une question d'actualité un petit peu partout. Albin vous en a parlé aussi juste avant. On a la chance de faire partie de ces entreprises où il fait bon travailler. Et il fait bon travailler aussi parce qu'une grande partie des collaborateurs se sentent utiles, ont trouvé leur utilité et savent vraiment quel est le sens de leur mission. Vous allez me dire, ouais, c'est joli, mais c'est important de le repréciser parce que comme dans toute entreprise, on a des fiches de mission. Donc ça veut dire qu'on est quand même tous employés à servir cette mission, à servir ses objectifs et ses ambitions.
Et pour autant, on est aussi dans une entreprise qui a initié, enfin il y a de nombreuses années, quelques décennies, un processus vision qui permet à chaque collaborateur de partager ses envies de progrès pour l'entreprise. On a vécu notre vision il y a presque 2 ans maintenant, ouais, presque 2 ans, 2015-2025. Et dans cette vision, les collaborateurs nous ont dit il est temps que les processus d'évaluation évoluent parce qu'il y a une dichotomie entre ce qu'on vit au réel, la proximité qu'on a avec nos managers, les échanges, la culture du feedback qui s'instaure et finalement nos évaluations, elles se font presque au quotidien. Et on continue à se voir 2 fois par an sur un entretien de pilotage en milieu d'année et un entretien de fin d'année pour voir si on a atteint nos objectifs. Et des fois, on est un peu décorrélé de la réalité et de choses qu'on avait partagées sur des feedbacks super naturels, au détour d'une tête de gondole, au détour d'un client qui était venu nous partager peut-être sa problématique face à un produit qui était arrivé en magasin cassé ou un service après-vente qu'il a estimé ne pas être assez rapide. Et du coup, cette personne nous rappelle que ce jour-là, c'est lui ou c'est elle qui avait trouvé la solution. Et du coup, on a un peu oublié les choses. Donc, les processus d'évolution évoluent dans nos magasins puisque tous les magasins de France vivent, en tout cas tous les managers, cette formation savoir faire, donner et recevoir du feedback dans le but d'amener des évaluations au plus près du terrain et pour pouvoir mettre en valeur plus facilement l'autonomie et la responsabilisation. Super. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Parfait, je crois que c'est clair. On est en train d'expérimenter plein de nouvelles choses dans nos magasins, dans nos régions et je pense qu'on va en ressortir plus riche avec beaucoup plus d'éclairage sur l'évaluation de tous nos collaborateurs. Top. Alors, on a une question de Victor qui nous dit « Faites-vous vous-même confiance à votre hiérarchie ?» Je veux bien répondre en premier. Donc moi, mon boss, c'est un directeur régional qui fait partie du comité France, qui reporte directement aussi à notre DG ou à nos DGD. C'est quelqu'un, je démarrais plutôt en disant qu'il m'a donné sa confiance. Il m'a donné sa confiance a priori. Et du coup, forcément, par la force des choses, je lui fais également confiance. C'est pas simple tous les jours parce que pareil, s'il nous regarde, il va bien rire. Nos feedbacks ont toujours été des feedbacks constructifs dès lors que l'un ou l'autre avait quelque chose à partager. Et dit, enfin voilà, c'est ça, je pense, le lien de confiance et de respect qu'on peut avoir avec sa hiérarchie. C'est un peu comme dans un couple, hein. C'est de se dire, soit quand les choses ne vont pas, hop, on les met dans le bocal et puis un jour le bocal est plein et ça explose. Et avec sa hiérarchie, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un manager qui me permet de lui faire ses retours, qui me permet de désobéir aussi parfois. Alors, pas toujours aux grandes orientations de l'entreprise, mais de désobéir en empruntant des chemins qui peuvent paraître un petit peu risqués. Et pour autant qui me laisse faire. Je vais vous donner un exemple tout simple. Le magasin de Vendenheim, c'est un petit magasin en termes de chiffre d'affaires et de structure. Je ne vous ai pas dit en introduction, mais en tant que directrice de magasin, du coup, moi, je manage en direct 9 membres de comité de direction et on est à peu près à un effectif de 100 personnes sur le magasin. Et quand je vous dis c'est un petit magasin, c'est un petit magasin qui a du mal ces dernières années à absorber toutes les transformations dont vous ont parlé notamment Albin et Lisa. Et de ce fait, un peu aussi en mode start-up, on doit faire preuve de beaucoup d'agilité et beaucoup de perspicacité dans les choix que l'on fait. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient ancrées dans les magasins comme étant... comme faisant partie de l'histoire. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans un magasin de bricolage, Leroy Merlin ou autre magasin de bricolage, vous avez souvent les caisses à droite ou à gauche. Et derrière les caisses, vous avez ce qu'on appelle un podium magasin qui vous donne un peu l'actualité, la saisonnalité du moment. Voilà. Donc en ce moment, vous devez avoir de magnifiques podiums d'inspiration pour vos cadeaux de Noël en décoration, en luminaire ou en outillage. Et à Vendenheim, c'est pas le cas, puisque le constat a été, il y a quasiment 2 ans que ces montages et démontages de podiums prenaient énormément de temps, de temps homme, d'heures, et que ces heures-là, on n'arrivait pas à les mettre au profit de la relation client.
et que du coup on manquait de temps pour s'occuper bien de nos habitants. De ce fait, on a décidé, avec le comité de direction, d'arrêter ces podiums magasins, de faire un commerce un petit peu différent, au plus près du rayon et du coup au plus près des équipes qui peuvent directement répondre aux clients et leur proposer des solutions qui sont adéquates à leur projet. Et sur cette partie, qui était quand même un sacré morceau en termes de mètres carrés, eh bien on a construit un petit appartement. On a construit un lieu d'inspiration. On a construit une zone où les clients, tous les jours, ont le café dans une cuisine qui fonctionne, où ils font leur vaisselle, où on voit parfois un collaborateur finaliser une vente en montrant comment fonctionnent les caissons de cuisine ou les tiroirs de la salle de bain. Voilà, et ça, mon boss, quand je lui en ai parlé, je peux pas dire qu'il était hyper convaincu par la démarche, et pour autant, il m'a dit, bah, écoute, si tu y crois, vas-y, investis juste ce qu'il faut pour que ton retour sur investissement soit pas trop compliqué si ça ne fonctionnait pas, mais tente. Et donc on l'a fait, et dans quelques jours, nous renouvelons toutes les ambiances, donc autant vous dire que l'aventure continue avec cette maison de Vendenheim. Donc voilà, j'ai confiance en mon boss. Ouais, bah moi aussi j'ai confiance en ma boss. Je crois que c'est pareil, c'est une confiance réciproque. Ma boss, je la vois parfois une fois par semaine, elle a beaucoup de déplacements, moi aussi on se croise, donc elle m'a fait confiance dès le départ et moi aussi je lui fais confiance, même si parfois elle arrive avec des projets un peu fous, je suis toujours partante et c'est ça qui est génial, c'est qu'elle a toujours des choses à nous proposer et du coup ça donne envie de la suivre. C'est top. La question de Mélanie maintenant, avez-vous toujours prôné le management par la confiance ? Et sinon, voyez-vous une différence en termes de rentabilité et de bien-être ? Alors, prôner le management par la confiance, forcément, non, il n'y a aucun manager, je pense qu'aujourd'hui, aucun manager peut dire qu'il a commencé son mode de management ou son style de management en prônant le management par la confiance, parce que quand on est un jeune manager, et le jour où on devient manager, on est forcément un jour jeune manager, tout ce qu'on veut, c'est aller vite, être efficace, faire des sous, et faire en sorte que ces idées, elles soient comprises, entendues et appropriées de tout le monde très très vite. Et en fait, tout simplement, c'est l'expérience qui petit à petit nous fait avoir la sagesse d'autres méthodes. Je vous le disais un petit peu en introduction, la confiance, souvent, ça fait quand même partie de ses convictions personnelles ou de sa culture ou de son éducation. Je pense être quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'empathie. J'aime être en proximité avec les gens et j'aime recruter des gens qui aiment les gens. Donc en partant de là, une fois que j'ai fait toutes mes expériences désastreuses de management peut-être un petit peu plus directif, même s'il y a un management qui reste encore assez directif qui est sur la sécurité, où aujourd'hui, que ce soit dans nos magasins ou au service interne, on ne déroge pas aux règles de sécurité à la fois pour les clients et pour les collaborateurs. Sur tout le reste, j'ai envie de dire que maintenant, je m'entraîne même à ne plus répondre aux questions qu'on me pose, ou alors quand on vient me dire j'ai un problème, je sors ma petite pancarte chouette, un problème, ça veut dire que les membres de l'équipe vont pouvoir proposer des solutions et que souvent je vais être étonnée de la réalisation et de la mise en œuvre de ces propositions. Et il y avait deux questions dans cette question, c'était est-ce qu'on en tire les bénéfices, est-ce que c'est différent ? Concrètement, oui, c'est un petit peu comme dans tous les projets, même les projets de vie en dehors de l'entreprise. Quand on a envie de faire avancer un projet qu'on a imaginé, qu'on a prototypé, qu'on a partagé avec le plus grand nombre, on n'a qu'une envie, c'est qu'il réussisse. Et de ce fait, presque, le manager peut être là juste en appui et en disponibilité pour pouvoir réorienter si à un moment donné, il y a des questionnements. Mais au final, la personne qui a pris l'initiative va toujours beaucoup plus loin que l'idée qu'aurait pu avoir son manager. Donc oui, les bénéfices sont très présents, à la fois pour l'entreprise et à la fois pour la personne qui ose démarrer un projet et qui ose se lancer. Alors, une autre question de la part de Sophia. Je suis étudiante en RH et j'aimerais savoir comment cet aspect innovant impacte directement ou non le travail des recruteurs et de l'équipe RH plus généralement. Donc oui, ça nous impacte évidemment. En juillet 2016, en fait, nous, on a décidé d'entamer un tournant total parce qu'on s'est dit que l'entretien individuel classique, c'était devenu un peu incertain, on manquait d'objectivité et puis ça collait pas forcément au métier qu'on allait chercher à recruter. Et du coup, on est passé sur un format totalement différent de session de recrutement collective
avec des premiers pré-entretiens par vidéo, on va vraiment avoir déjà des notions de savoir-être du candidat, de personnalité, etc. Et puis ensuite, beaucoup de mise en situation sur le terrain, de mise en situation managériale, qui vont venir donner beaucoup plus d'objectivité aux entretiens classiques. Donc oui, ça impacte évidemment notre travail au quotidien et puis heureusement parce que c'est super chouette d'innover en permanence et du coup les méthodes de recrutement sont encore appelées à innover certainement. On ne fait jamais deux fois la même chose en fait. Non, c'est certain. Alors, on a une question de Irina, qui s'adresse peut-être un peu plus à moi, je ne sais pas, en magasin. Est-ce qu'il faut impérativement avoir un esprit entrepreneuriat pour candidater chez vous? Est-ce que ça compte pendant l'entretien? Alors moi, je peux vous répondre au moins pour les magasins. Est-ce qu'il faut absolument, impérativement? Non. Je dirais que ce qu'il faut impérativement pour recruter chez Leroy Merlin, c'est aimer les gens. C'est avoir envie de les servir un peu mieux et il faut juste avoir envie de se dire que, un petit peu comme nous, dans notre vie de tous les jours, on doit être une personne qui les aide à gagner du temps. On doit être une personne qui va faire en sorte que quand ils vont quitter nos magasins, la problématique ou l'irritant avec lequel ils sont rentrés a été solutionné de la meilleure des façons. L'entrepreneuriat chez Leroy Merlin, on en parle beaucoup et c'est aussi le sujet du chat. C'est aussi pour vous dire que les personnes qui ont envie de le faire ont un terreau qui y est fertile, tout simplement. Si tu n'as pas cette âme d'entrepreneur et que tu as absolument envie de venir découvrir comment ça fonctionne dans nos magasins et que tes qualités sont autres que celles-ci, on sera ravis de les partager avec toi également. Alors Iris qui demande, alors je pense que ça s'adresse plus particulièrement à toi, s'il y a des réfractaires au management par la confiance et si oui, comment est-ce que tu les gères? Alors des réfractaires, c'est peut-être dur comme mot, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des personnes qui ont du mal avec ce management à la confiance parce que c'est pas ce qu'ils ont connu et parce que c'est peut-être pas ce qu'ils ont envie de connaître. Alors comment je les gère ces personnes-là? Souvent, je vais essayer de vous donner un cas concret, cette fameuse maison de Vendenheim, si on y revient un petit peu. Quand j'ai partagé ce projet avec mon comité de direction, quand on a commencé à y réfléchir en se demandant si c'était viable dans le temps, si ça avait un intérêt, il y avait dans mon comité une ou deux personnes qui étaient totalement réfractaires. Et qui avaient vraiment pas envie d'y aller. Je les ai écoutés, je leur ai demandé quelles étaient les étapes qu'ils avaient besoin de passer. Et en fait, on était vraiment tout simplement dans le cycle du changement, dans cette phase un peu de deuil et d'appropriation. Et en fait, j'ai tout simplement avec ces personnes essayé d'orienter cette ambition autrement en leur demandant comment ils souhaitaient participer à ça. Et la personne à laquelle je pense, en fait, m'a d'abord livré toutes ses peurs et je lui ai proposé de réfléchir aux solutions qui lèveraient plus facilement ses peurs. Et d'elle-même, en fait, cette personne est venue avec de nouvelles solutions. Et aujourd'hui, on en rigolait encore il y a 15 jours à la machine à café ensemble, puisque cette personne me disait, en fait, aujourd'hui, je ne ferai plus marche arrière au regard de tous les bénéfices que ça a donné et de la fierté d'avoir trouvé avec mon responsable de rayon des solutions à toutes les peurs et à toutes les craintes que j'avais. Donc, finalement, je crois que ces réfractaires-là, faut pas y aller au forceps. Il faut les laisser faire leur chemin, leur laisser vivre quelques expériences qui leur prouvent ensuite qu'ils ont un rôle à jouer et que ça sera aussi bénéfique pour eux. Mais en rien forcer les gens à adhérer à ce mode de management. Alors, il y a Margot qui veut savoir combien de personnes tu manages au quotidien. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, en direct, vraiment, si on prend hiérarchiquement parlant, même si j'aime pas trop ça, je manage 9 membres de comité de direction, donc 6 chefs de secteur commerce qui ont eux-mêmes en charge des équipes de responsables de rayon et de conseillers de vente, un chef de secteur logistique, une chef de secteur service client,
une contrôleur de gestion et une responsable des ressources humaines. Vous allez me dire tout ça, ça fait 10. Oui, tout simplement parce qu'il y a une personne qui a accepté de vivre une expérience qui est assez inédite chez Leroy Merlin, qui est à la fois chef de secteur du monde matériaux et chef de secteur logistique. Donc on teste aussi de nouvelles organisations au sein de notre magasin. Et au total, du coup, sur tout le magasin, en équivalent, ce qu'on appelle équivalent temps complet, si on ramène aux heures, on est un peu plus de 85 personnes et physiquement, on est une centaine. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Margot. Une question de Bérangère. Quel est votre meilleur souvenir chez Leroy Merlin? Alors, il y a plein de souvenirs chez Leroy Merlin. Peut-être que mon meilleur souvenir chez Leroy Merlin, c'était quand même la révélation de vision l'année dernière, parce que c'était un moment un peu magique où on voyait enfin le résultat du travail des 24 000 collaborateurs qui avaient co-construit cette stratégie à 10 ans. Et du coup, on était tous ensemble. On nous a donné tous les inputs pour avancer ensemble pendant 10 ans. Et puis, on a vécu un super moment festif après. Donc, je pense que c'était un très chouette moment. Moi, en fait, j'en ai un peu trop dans la tête et du coup, c'est peut-être un très simple, mais c'est un super souvenir et je pense qu'il va vous parler. C'est le jour où ça faisait 3 mois que j'étais chez Leroy Merlin, donc je vous ai dit, j'ai travaillé pour des entreprises de distribution alimentaire où j'ai fait de la négo, où j'ai été formatrice et ensuite où j'ai découvert vraiment mon premier poste de manager. Et quand je suis arrivée chez Leroy Merlin, j'ai tout découvert. Et sur le magasin d'Amiens, c'était un magasin en remodeling. Donc c'est un terme un petit peu de distribution, mais remodeling, ça veut dire qu'on fait tomber tout le magasin et on le remet au nouveau concept, donc dans des conditions de travail qui sont assez costauds et pour autant très engageantes. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place. J'ai eu beaucoup de mal à me dire quelle était mon utilité et en quoi j'allais mettre à profit mon expérience dans les semaines, les mois, les années qui venaient chez Leroy Merlin. J'ai vécu ces 3 premiers mois de façon intense, mais tellement intense, un peu comme dans un TGV, que j'ai pas eu le temps d'analyser ce qui se passait et que j'ai pas eu le temps de savoir si j'aimais ce job ou si je l'aimais pas, ce métier de chef de secteur, avec des nouvelles contraintes. Hein. Je bossais pas le samedi avant, là je bossais le samedi. Il y avait plein de choses qui se mélangeaient dans ma tête. Et est arrivé le jour où je suis reçue par mon directeur de magasin et qui me dit « C'est bon Stéphanie, ta période d'essai est terminée, bienvenue chez nous, c'est top ». Et aujourd'hui, je dis que c'est un super souvenir parce qu'on en échange encore. Et ce jour-là, je lui ai dit « Écoute David, c'est top, c'est génial, mais moi j'aimerais reconduire ma période d'essai ». Et il m'a fait des yeux mais de dingue en me disant « Mais c'est pas possible, il n'y a jamais personne qui nous demande de renouveler une période d'essai, Stéphanie ». Et ce jour-là, en fait, j'ai juste eu une personne qui m'a écoutée, qui a accepté que peut-être je lui propose quelque chose auquel il ne s'attendait pas du tout. Et c'est mon meilleur souvenir aujourd'hui parce que 3 mois après, j'étais toujours dans l'entreprise, j'ai réellement signé et voilà, je suis toujours là au bout de 7 ans et demi. Alors que je suis pas certaine que je serais restée au bout de 3 mois, tellement le poste est large, tellement le poste est riche et tant il faut de temps d'appropriation. En tout cas, moi, il m'a fallu quasiment 1 année d'appropriation sur ce métier de chef de secteur pour vraiment être persuadée que j'étais à ma place et que j'avais une utilité pour l'entreprise. Donc voilà, j'en ai plein d'autres, mais celui-là, c'est un super moment. Merci David. Super, bon Stéphanie, écoute, on resterait bien à discuter encore pendant des heures. Mais c'était la dernière question. Il est temps de se quitter, c'était la dernière question. Si vous avez envie encore de venir échanger avec nous, on sera présent sur tous les forums écoles qui vont arriver bientôt. Et puis vous pouvez nous envoyer vos CV sur le site Leroy Merlin Recrute. On vous souhaite à tous une très bonne soirée et merci de nous avoir suivis. À bientôt, au revoir.